macroscopique, l'étude descriptive du système nerveux central. Alors on a décrit tout simplement, celle-ci s'appelle, celle-ci s'appelle. On n'a pas parlé des connexions, on n'a pas parlé des associations qui se créent entre ces différentes parties du système nerveux central. Tout ça vous allez entendre au cours. Et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. On a décidé ensemble avec Madame Sechelanu de ne pas se superposer. Peut-être que je vous dis une chose par rapport aux connexions, elle préfère le dire autrement. Alors, en TP, on fait que la description anatomique. Au cours, vous allez vous occuper avec les connexions. C'est pour ça que c'est important de fréquenter quand même les cours. D'accord? Très bien. Quant à l'examen pratique, vous allez identifier tout simplement ces structures. Alors, vous devez être habitué un petit peu avec le cerveau. Vous devez le reconnaître. Hein? Et la partie de connexion et d'association, on le laisse pour les preuves écrites. Alors là, vous avez l'hémisphère. On a disséqué ensemble, hein, qu'on a compris ensemble cette semaine encore. Hein. C'était lundi, n'est-ce pas? Voilà. Petite questionnaire alors. Hein. La mise en position, la position anatomique, c'est celle-ci, on est d'accord. En avant, on retrouve le pôle frontal, le pôle occipital. Celui-là, c'est le bulbe olfactif, pas ophtalmique. L'ophtalmique, c'est autre chose, l'olfactif surtout. D'accord? Ceci, c'est le chiasma optique. Tout à fait. Ensuite, sur la face médiale, qu'est-ce qu'on reconnaît? Le corps calleux. Ensuite, sous le corps calleux, on a le fornix. Et entre les deux, on a le septum pellucidum. C'est en fait une fine couche de substance nerveuse qui sépare les deux hémisphères cérébraux. Sur la face médiale de l'hémisphère, on reconnaît... C'est quoi ça? C'est la césure calloso-marginale. La césure calloso-marginale qui délimite le gyrus singulaire. Le gyrus singulaire qui se continue avec une portion étroite appelée isthme. Et ensuite, en bas, on retrouve le gyrus temporo-occipital médial. Et les deux vont former la grande circonvolution lambique de Broca. Ensuite, cette structure s'appelle la commissure blanche antérieure, parce qu'on trouve une toute petite, la commissure blanche postérieure. Celle-ci, c'est la glande épiphyse. Elle émet deux prolongements, un prolongement supérieur qui longe la face supérieure du thalamus, celui-là étant le thalamus, d'accord? Et un prolongement inférieur qui va vers la lame quadrigéminale. Si on regarde, on a le mésencéphale avec les tubercules quadrigemaux supérieur et inférieur. Ensuite, le troisième ventricule, en fait, il s'agit d'une cavité qui se trouve au milieu entre les deux hémisphères. Le troisième ventricule, sa paroi latérale qui est représentée par le thalamus. On retrouve également le sion hypothalamique ou le sion de Monro qui s'étend entre le trou de Monro et l'abouchement de l'aqueduc de Sylvius. Et ce sion de Monro sépare alors le thalamus de l'hypothalamus, n'est-ce pas? En fait, entre le bec du corps calleux et la commissure blanche antérieure s'étend la lame terminale qui représente la paroi antérieure du troisième ventricule. La paroi inférieure du troisième ventricule s'étend entre le chiasma optique et les corps. C'est quoi ça? C'est le corps mammillaire. Le corps mammillaire. Et cette paroi inférieure comprend l'infundibulum et bien sûr l'entrée dans la tige pituitaire, hypophysaire. Très bien. Sur la face inférieure, maintenant, les sions et les gyrus, on ne les oublie pas. Le sion temporo-occipital médial, le sion temporo-occipital latéral, qui délimite les deux gyrus, ou gyri, temporo-occipito-médial et latéral. Celui-là étant le gyrus temporal inférieur, parce qu'en fait, il se prolonge depuis la face latérale vers la face inférieure. Très bien. Quoi d'autre? Et on voit, alors, sous le splénium, le corps calleux lui-même, il se compose d'un bec, d'un genou, d'un corps,
et d'un bourrelet, qui est également appelé splénium. Alors la toile choroïdienne, celle qui porte, celle qui véhicule le plexus choroïde, rentre dans ce troisième ventricule justement par dessous, au-dessous du splénium. Hein, et cet espace qui se crée entre la face inférieure du splénium et la glande épiphyse, vous voyez, c'est un espace naturel, hein, c'est pas forcé. Quand j'ai rien forcé, c'est un espace naturel qui représente en fait la partie médiane de la fente de Bichat. La fente de Bichat. Alors il s'agit d'un espace libre de substances nerveuses qui permet le passage de la toile choroïdienne. La toile choroïdienne étant formée d'un épithélium épendymère, de l'apimère, et entre les deux, si les deux forment un sandwich, entre les deux on retrouve les vaisseaux. Alors épithélium épendymère, pimère, et vaisseaux au milieu, ça forme la toile choroïdienne. Et les vaisseaux elles-mêmes, quand elles vont se capillariser, vont former le plexus choroïde. Alors le plexus choroïde est compris dans cette toile choroïdienne. La toile choroïdienne alors du troisième ventricule rentre dans le troisième, il longe alors la face supérieure du thalamus, hein, c'est la toile choroïdienne du troisième ventricule. Et ensuite, ce plexus choroïde, cette toile choroïdienne va s'enfoncer dans le trou de Monro pour qu'on le retrouve à l'intérieur des ventricules latéraux. Et voyons maintenant ce passage dont je vous ai parlé. Vous voyez déjà, on a enlevé la partie supérieure des hémisphères et on voit déjà clairement la disposition des cornes. C'est vrai? On a la fissure interhémisphérique, on a le corps calleux au milieu et on a les deux cornes frontales. Les deux cornes frontales. On voit déjà, on reconnaît la tête du noyau codé qui fait saillie dans la corne frontale. Ensuite, vous voyez à ce niveau les trous de Monro, qui livrent passage au plexus choroïde. Celui-là, c'est le plexus choroïde. Des ventricules latéraux déjà. Des ventricules latérales. Le plexus choroïde provient du troisième ventricule. Il s'enfonce dans le trou de Monro. Il passe dans le trou de Monro. Ensuite, on le retrouve dans les ventricules latérales, mais pas dans la corne antérieure, pas dans la corne frontale. Le plexus choroïde se dirige vers le corps du ventricule, ensuite vers le carrefour ventriculaire, et finalement il va être retrouvé dans la corne temporale. Ça fait que ni la corne frontale ni la corne occipitale ne présentent pas de plexus choroïde. Et maintenant vous voyez déjà la tête du noyau codé. À ce niveau on retrouve le thalamus. Ces deux grands noyaux qui appartiennent au diencéphale. Et remarquez s'il vous plaît, entre la tête du noyau codé et le thalamus, la face supérieure du thalamus, qui entre parenthèses est longée par ce plexus choroïde, d'accord? Alors entre la tête du noyau codé et la face supérieure du thalamus, vous voyez déjà, on a un sillon. C'est le sillon thalamo-strié. Pourquoi strié? Parce que je vous ai dit, le noyau lenticulaire, le noyau codé, tous les autres sont appelés des noyaux striés. Le sillon thalamo-strié